Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Linge. À la une ce mois. Ce mois, nous allons revenir sur ces discussions qui se poursuivront à la fin de ce mois et qui ont débuté depuis quelques semaines déjà sur la mise en place d'une convention de coopération en matière fiscale sous l'égide des Nations Unies à l'occasion de la conférence organisée à Paris en France, les 14 et 15 mars dernier, qui ont réuni la plupart des acteurs de la société civile et des experts qui contribuent à ce débat, nous avons rencontré Tove Maria Reding. Elle est experte sur les questions fiscales pour l'organisation Eurodad, basée à Bruxelles, en Belgique. Elle a accepté de partager avec nous dans une interview les discussions et les tendances qui ont lieu actuellement au sein des organisations de la société civile, mais aussi différents partenaires engagés dans ces discussions. Je rappelle que vous pouvez écouter notre podcast sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com. Libsyn avec SYN à la fin. Mais vous pouvez aussi y aller sur la page des podcasts de Tax Justice Network sous le lien podcast avec s.taxjustice.net. Vous pouvez aussi nous prendre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, aujourd'hui appelé X, avec le hashtag Impôts Social, ou encore sur notre page Facebook Impôts et justice sociale. Vous pouvez, pour ceux qui y ont accès, nous rechercher sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, mais aussi sur la page YouTube. Voilà pour la une, à tout de suite pour les détails. Comme je vous le disais à la une de ce programme, nous allons essentiellement partager avec vous un entretien peut-être un peu long, mais très instructif sur les discussions qui actuellement se déroulent sous l'égide des Nations Unies avec les gouvernements, la société civile, les fondations, le secteur privé, afin de proposer un cadre de coopération fiscale beaucoup plus équitable, beaucoup plus juste, mais surtout sous l'égide des Nations Unies où les pays peuvent participer à voix égales. Nous avons pour cela eu une conversation avec Tove Maria Reding. Elle est experte fiscale au sein de l'organisation Eurodad qui est basée à Bruxelles, en Belgique, et qui est une des pionnières dans ces discussions. Elle a fait d'importants travaux sur cette question. Écoutez l'interview que j'ai réalisée avec elle et je précise que pour le doublage de ses voix, nous avons fait usage de l'intelligence artificielle afin d'optimiser les traductions, mais aussi de pouvoir appliquer les voix. Écoutez l'échange avec Tove Maria Reding. Tove Maria Reding, vous êtes experte fiscale chez Eurodad. Vous travaillez depuis plusieurs années sur cette question de cadre de convention fiscale internationale sous l'égide des Nations Unies. L'année dernière a marqué une étape importante avec l'adoption de la résolution allant dans ce sens, mais plus qu'un achèvement, c'est plutôt le début d'une nouvelle aventure. Les discussions débuteront bientôt à New York à la fin de ce mois d'avril sur la manière dont devraient se présenter les termes de référence de cet accord cadre de l'ONU pour une meilleure coopération en matière fiscale. Quelle est donc
l'état d'esprit général au sein des acteurs de la société civile internationale travaillant directement ou indirectement sur le mouvement global pour une meilleure justice fiscale. Il règne un esprit très positif et un sentiment d'avoir un but clair, car un large groupe d'organisations de la société civile mène campagne sur ce sujet depuis plus de 10 ans. Cela a été une priorité absolue, et ce fut une percée lorsqu'ils ont décidé d'entamer les négociations pour définir les termes d'une convention cadre sur la fiscalité internationale. Le parcours a été passionnant. L'un des faits marquants est que le groupe africain aux Nations Unies a embrassé cette cause, fait preuve d'un leadership important et affirmé notre besoin d'une telle convention. L'année dernière, ils ont soumis la question au vote à l'ONU, et ils ont remporté ce vote. 125 pays ont voté pour. Pourtant, 48 pays avaient voté contre l'année précédente, et nous avons vu en février de cette année que ces pays sont revenus à la table des négociations. Un consensus mondial existait pour aller de l'avant, et une feuille de route a été adoptée pour définir ces termes de référence. Nous allons donc maintenant avoir les premières discussions sur ce à quoi devrait ressembler cette Convention des Nations Unies sur la fiscalité, et nous constatons une mobilisation très diversifiée de la société civile. Je pense aussi que l'engagement est très fort, et il y a un vif sentiment de la nécessité de coopérer et de saisir cette opportunité cruciale. Mais actuellement, nous recevons des contributions de nombreuses organisations de différents pays à travers le monde. Nous avons aussi des organisations de développement, des groupes de défense des droits humains, des groupes de femmes et des organisations environnementales, pour n'en nommer que quelques-unes. Et c'est parce que la fiscalité est si importante. C'est un outil essentiel pour permettre au gouvernement de financer les services publics et les actions environnementales. Et c'est un outil indispensable d'un point de vue de la justice. Si vous appliquez mal la fiscalité, vous pouvez aggraver les inégalités et appauvrir les pauvres. Mais si vous l'utilisez correctement, c'est un levier fondamental pour lutter contre les inégalités. C'est pourquoi tant d'acteurs se mobilisent pour soutenir ce dont nous avons besoin, une solution mondiale pour garantir des systèmes fiscaux équitables. Nous discuterons désormais de ces questions fiscales avec davantage d'opportunités pour l'inclusivité. Cependant, ce que nous avons observé, c'est que dans certaines régions, disons en Afrique, nous n'avons pas vraiment entendu la voix de pays francophones en Afrique subsaharienne dans le cadre des propositions à faire sur les termes de référence. Nous avons entendu celles du Kenya, du Maroc et d'autres pays. Comment interprétez-vous ce silence de ces nations, ces pays, sachant que certaines d'entre elles ont commencé à mettre en œuvre l'instrument multilatéral de l'OCDE? Considérez-vous cela comme un problème qui devrait faire l'objet d'une certaine surveillance? We often see in United Nations negotiations that suddenly countries can engage in a whole different way, and that's Nous constatons souvent dans les négociations des Nations Unies que les engagements des pays peuvent évoluer très rapidement et parfois d'une manière totalement différente, car les pourparlers placent tous les pays sur un pied d'égalité. Chaque pays dispose d'une voix, et tous peuvent participer de la même façon. Mais ici, les négociations sont transparentes, ce qui signifie que le public peut également suivre ce qui se passe. Et nous sommes sortis d'une situation où les gouvernements gardaient le silence sur ce qui se passait en matière de fiscalité internationale, car les négociations étaient secrètes. Le public ne pouvait pas voir ce qui se décidait, le processus étant largement dominé par quelques grands pays de l'OCDE. La donne a complètement changé, et les pays ont désormais une opportunité différente de jouer un rôle dans la prise de décision fiscale mondiale. Mais parce que c'est transparent, nous avons aussi une autre chance pour que le public suive ce qui se passe et pour que la société civile, le monde académique, les parlementaires et toutes sortes d'acteurs s'engagent auprès des gouvernements. Nous espérons donc que les gouvernements du monde entier commenceront à prendre davantage de positions et à participer également à un débat public. Et nous commençons lentement à voir cela. C'est encore nouveau, mais nous devons obtenir un engagement fort de tous les pays. Et un aspect très positif est que cela a été fortement porté par le groupe africain. Nous ne sommes donc plus dans l'ancien monde où les grandes nations de l'OCDE menaient les négociations
l'Organisation fiscale mondiale. Je pense que parce que la dynamique a changé, il y a une toute nouvelle opportunité pour que les gouvernements jouent vraiment un rôle. So now I think because the dynamic has changed, there's a whole different opportunity for governments to really play a role. Alors, comme je le rappelais, la société civile internationale, en même temps que les pays membres des Nations Unies, seront à New York pour lancer les discussions sur les termes de référence de cette convention fiscale à développer. Et on note déjà certaines tendances quant au déroulement des discussions. Prenons un exemple sur la manière dont le processus des décisions devrait être structuré. Nous avons constaté que certaines parties prenantes expriment une préférence pour le consensus. Ces parties prenantes, il faut le dire, sont pour la plupart les pays membres de l'OCDE qui n'étaient déjà pas favorables à la Convention, tandis que d'autres préfèrent la méthode de travail de l'Assemblée générale des Nations Unies, où aussi, en pratique, il semble y exister une forme de consensus. Ainsi, quelle est la position des organisations de la société civile œuvrant pour la justice fiscale dans le monde sur ce point? Comment envisagez-vous de mener les discussions avec les pays qui partagent votre position afin de gagner en pertinence et même de gagner en positionnement sur cette question de prise de décision? Oui, nous venons justement d'avoir la discussion sur la manière dont les décisions devraient être prises. La première réaction que nous avons eue, c'est que ce n'était pas vraiment une discussion dans le sens où il est très clair que les négociations fiscales relèvent désormais de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est là que cela se passe. Les règles de l'Assemblée générale s'appliquent et les négociations avaient pour but ou objectif principal de produire les termes de référence pour une convention cadre sur la fiscalité. Elles n'avaient pas pour mandat de commencer à changer les règles de l'Assemblée générale. Donc le premier point, c'est que ce que nous avons vu, ce sont des pays, principalement des pays de l'OCDE, qui ont voté non à l'idée d'une convention des Nations unies. C'était en novembre l'année dernière. Puis ils sont revenus à la table en février, mais la première chose qu'ils ont dite, c'est « Nous voulons le consensus, et non plus le processus de vote ». Et c'est là que je pense que tous ceux qui soutiennent une convention de l'ONU ont eu le sentiment que c'est formidable que tous les pays soient à la table. Nous voulons l'accord de tous les pays. Et nous sommes très attachés à essayer de trouver un consensus complet. Mais nous savons aussi que nous ne sommes là que parce qu'il y avait des pays prêts à aller de l'avant, même si d'autres pays essayaient de bloquer. Donc au début des négociations, nous voulons bien sûr voir que ces pays qui ont voté non il y a quelques mois sont vraiment déterminés à en faire partie maintenant et qu'ils ne sont pas là simplement pour arrêter ce train. C'est un très bon signe que tous les pays s'engagent désormais dans une conversation sur tous les problèmes qu'une convention de l'ONU pourrait aider à résoudre. Donc les perspectives sont très bonnes. Mais il y a deux raisons pour lesquelles ce n'est pas le moment de changer les règles de prise de décision. Premièrement, l'Assemblée générale des Nations unies existe depuis de très nombreuses décennies et ce processus n'est pas le moment de changer les règles. En second lieu, nous voulons voir que les gouvernements sont vraiment déterminés à trouver des solutions avant de donner à chacun un droit de veto. Ensuite, il y aura une étape ultérieure du processus où l'on voit souvent que lorsqu'il y a un accord juridiquement contraignant, comme une convention, on crée alors un seuil décisionnel qui nécessite qu'un plus grand nombre de pays votent oui. Par exemple, il pourrait être exigé que les 2/3 des gouvernements disent oui pour qu'une décision soit prise, au lieu de la majorité simple à l'Assemblée générale. Donc plus tard, nous aurons une discussion sur ce que devraient être les règles décisionnelles au titre de la Convention, et là, je pense qu'il y aura une ouverture pour examiner s'il devrait y avoir un seuil plus élevé, si nous devrions par exemple avoir une prise de décision à la majorité des 2/3. Mais ce n'est pas le moment d'aborder cela comme la première question. D'abord, nous avons besoin d'un projet de convention. Ensuite, nous pourrons parler des règles décisionnelles à l'avenir, mais pour l'instant nous sommes sous l'égide de l'Assemblée générale et les règles de l'Assemblée générale s'appliquent. Nous continuons d'analyser les différentes propositions qui ont été faites par diverses parties prenantes concernant la manière dont devraient se présenter les termes de référence du projet de convention finalement en matière de coopération fiscale sous l'égide des Nations Unies. Des organisations telles que Tax Justice Network ont choisi de soumettre
une proposition ou des propositions qui visent à définir comment la Convention peut promouvoir davantage d'équité fiscale. Leurs principes historiques y sont inclus comme l'échange automatique d'informations à caractère fiscal, la transparence sur la propriété effective et le reporting pays par pays des performances financières des multinationales. En gros, la proposition tourne autour du renforcement de la transparence. Adhérez-vous à l'idée que ces principes soient considérés comme les piliers du cadre lui-même avant qu'on ne commence à plonger dans des détails plus spécifiques et approfondis comme la répartition des droits d'imposition ou encore le contenu technique des propositions fiscales ou encore des propositions sectorielles. De toutes les suggestions que nous avons reçues, et de ce que j'en comprends, il y a un large accord au sein de la société civile selon lequel la transparence sera un élément important dans la nouvelle convention, incluant l'échange automatique d'informations à but fiscal, la transparence sur la propriété effective, et la divulgation des rapports financiers d'entreprises pays par pays. Mais ce n'est là qu'une partie d'un accord plus vaste. Je pense qu'il est très important d'être clair sur ce que nous voulons faire de la transparence. Et bien sûr, nous savons tous que la raison pour laquelle nous voulons la transparence est de nous assurer d'en finir avec les paradis fiscaux, les flux financiers illicites, et de faire en sorte que les personnes les plus riches et les plus grandes entreprises ne puissent plus cacher leur argent et échapper à l'impôt. De ce point de vue, il y a, je le pense, un large consensus là-dessus, et je pense que la société civile internationale a beaucoup travaillé à définir à quoi cela pourrait ressembler à l'avenir. Mais la transparence n'est qu'une partie. Il y a aussi toute la composante justice fiscale. Et ce sera un élément très important de l'accord que de s'assurer que nous avons, par exemple, des engagements en faveur de systèmes fiscaux progressifs qui réduisent les inégalités. Les gouvernements du monde se sont tous accordés sur la nécessité de réduire les inégalités. Mais ce n'est pas ce que nous observons concrètement. Alors, s'assurer que les gouvernements se souviennent de leurs engagements en matière de réduction des inégalités lorsqu'ils rédigeront la convention fiscale est extrêmement important de mon point de vue. Donc, la transparence est une bonne chose, mais elle doit faire partie du débat plus large sur la justice fiscale. Et lorsque nous aborderons la question de la fiscalité progressive, il sera très important d'examiner des éléments comme l'impôt sur la fortune, mais aussi de veiller à ne pas avoir un usage excessif d'impôts régressifs comme la taxe sur la valeur ajoutée, et d'étudier comment faire pour que les multinationales paient davantage d'impôts qu'aujourd'hui. Ces questions seront extrêmement importantes. Nous ne pouvons pas y arriver sans la transparence, mais je pense qu'il est très important que l'élément plus large de la justice fiscale fasse aussi partie de la Convention. Une question qui ne fait pas encore un large débat est celle des systèmes de déclaration comptable. Il en existe plusieurs, dont 3 applicables pour les seuls États-Unis d'Amérique. Le plus connu est le GAAP, qu'on appelle le cadre général des déclarations comptables. Mais nous avons aussi des normes de déclaration dites IFRS pour normes internationales de reporting financier. En Afrique, certaines régions combinent même cette IFRS avec un cadre plus spécifique qu'on appelle l'OHADA et on retrouve des comptabilités différentes selon les régions. Est-ce qu'il ne serait pas pertinent de penser aussi à harmoniser la manière de faire le reporting comptable ou de votre point de vue, c'est une discussion trop technique qui peut être repoussée au moment où il sera question d'établir des protocoles. C'est un aspect technique, mais il sera certainement abordé plus tard. Je pense que nous adoptons une approche progressive où, pour l'instant, nous définissons les principaux éléments constitutifs de la Convention. Et de ce point de vue, la discussion sur la façon précise dont les obligations de déclaration devraient être définies devra avoir lieu. Cela ne deviendra opérationnel que lorsque nous aurons ces discussions plus tard, mais en ce moment, nous n'avons aucun engagement des gouvernements. C'est donc par là que nous commençons, et ensuite, ce qui se passe souvent,
c'est que dans une convention cadre, vous avez tout d'abord les engagements généraux et ensuite, les gouvernements poursuivent les négociations de deux manières. La première chose qu'ils peuvent faire, c'est de prendre des décisions dans le cadre de la convention, sous l'égide de la conférence des parties. Ils pourront prendre des décisions plus détaillées plus tard sur la façon dont les engagements seront mis en œuvre. L'autre chose qu'ils peuvent faire, c'est d'adopter un protocole, qui constitue alors un accord juridiquement contraignant supplémentaire dans le cadre de la Convention, et c'est généralement ce que l'on fait si l'on a besoin d'engagements supplémentaires des gouvernements, si ce que l'on a dans la Convention n'est pas suffisant. Mais à travers ces différentes manières d'adopter davantage de décisions en cours de route, les engagements initiaux pourront être opérationnalisés, et c'est ce à quoi nous nous attendons. Donc cette discussion, nous y arriverons certainement. Nous n'en sommes pas encore là pour le moment. Alors, les 14 et 15 mars 2024, des acteurs qui comptent pour la discussion en faveur d'une justice fiscale internationale, je pense à Global Alliance for Tax Justice, l'Observatoire européen de la fiscalité, le World Inequality Lab, Eurodad, la Commission indépendante pour la réforme de l'impôt international sur les sociétés, ECRIT, ou encore Tax Justice Network, se sont réunis à Paris, en France, pour échanger sur comment la Convention des Nations Unies actuellement en discussion pourrait ouvrir des opportunités pour une coopération fiscale internationale plus juste et bien sûr plus équitable. Alors, Tove, Maria, quels sont, je dirais, les enseignements que tu as tirés de cet événement? Oui, j'ai assisté à la conférence à Paris et c'était vraiment une discussion très intéressante, très importante. Je pense que certains aspects abordés, comme la discussion sur la fiscalité environnementale, avancent rapidement en ce moment. Il se passe beaucoup de choses et je pense que nous pouvons aller plus loin dans la définition de propositions plus spécifiques sur la fiscalité verte dès maintenant. C'était un volet important de la conférence. Il y a aussi eu le débat sur l'impôt sur la fortune, qui était un peu différent car dans ce domaine, je pense que les avancées ont été considérables. Tellement de choses se sont produites ces 2 dernières années qu'il est important que nous commencions à être plus précis sur la fiscalité des patrimoines. Qu'est-ce exactement que nous devons voir dans une convention de l'ONU? D'excellentes idées ont été avancées, comme un impôt mondial sur la fortune. Il y a aussi l'aspect visant à nous assurer que nous ayons un impôt sur la fortune au niveau national. Mais je pense que pour certaines de ces propositions désormais, il est très important d'être précis et de dire comment les concevoir dans une convention onusienne. La manière la plus simple est de regarder d'autres conventions de l'ONU et d'identifier où nous avons des exemples de mécanismes et de modes opératoires que nous pourrions alors utiliser pour élaborer des propositions spécifiques sur la fiscalité. Et là, je pense que sur certains sujets, nous rattrapons notre retard tandis que sur d'autres, nous sommes en réalité bien en avance sur les gouvernements car nous avons une telle. Alors, je m'excuse si je t'interromps, mais on a aussi vu des personnes, des experts insister sur le fait qu'on devrait saisir cette opportunité des discussions fiscales sous l'égide des Nations Unies pour aborder des sujets concrets comme la connexion entre fiscalité et droits humains, les inégalités entre les genres et d'autres domaines connexes. Quelque chose à dire dans ce sens? The issues of both tax and human rights and also tax and gender inequality, those are great examples of areas where les questions de la fiscalité, des droits humains et aussi de l'inégalité entre les genres sont d'excellents exemples de domaines où je dirais que la société civile a été bien en avance sur les gouvernements. Il y a eu la 8e journée mondiale d'action pour la fiscalité pour les droits des femmes. Et quand cette campagne a démarré il y a 8 ans, c'était vraiment une affaire de société civile. Personne n'était prêt à en discuter. L'engagement des gouvernements et des grandes institutions était très faible. Aujourd'hui, certes, on en parle beaucoup. La Banque mondiale s'intéresse à la fiscalité et au genre, tout comme le FMI, l'OCDE, tout le monde veut aborder ce sujet, mais je pense que la société civile a raison de souligner qu'il ne suffit pas de publier des rapports sur votre intérêt pour la question. Nous avons besoin d'actions, de changements concrets dans le système fiscal pour lutter réellement pour l'égalité des genres. Ici, le débat de la société civile est bien en avance.
C'est la même chose pour la transparence. Nous avons tellement travaillé là-dessus, ainsi que sur la fiscalité des entreprises. Sur certains sujets, nous sommes vraiment très en avance et tellement prêts à discuter d'une convention de l'ONU. Les gouvernements n'en sont qu'au balbutiement. Donc je pense que les années à venir seront intéressantes. Mais sur d'autres questions comme l'impôt sur la fortune et la fiscalité verte, je pense que ce sont des domaines où nous pouvons aussi nous demander si nous ne devrions pas développer davantage de propositions dès maintenant. Pouvons-nous être plus précis ? De même pour les questions fiscales liées aux industries extractives. C'est un sujet primordial qui mérite vraiment d'être abordé. Et d'une certaine manière, c'est une bonne chose que les extractives soient discutées à un moment où tous les pays participent sur un pied d'égalité, car ce sera vraiment un domaine où tous les pays, y compris certains des plus pauvres, les pays les moins avancés, dont certains ont en fait de très grandes industries extractives, pourront s'exprimer sur la base de leur expérience difficile avec les règles fiscales mondiales actuelles pour taxer les grandes compagnies minières. Ça ne s'est pas très bien passé jusqu'à présent. C'était très difficile. Et c'est parce que les règles fiscales mondiales ont échoué en ce qui concerne la taxation des industries extractives, mais aussi à garantir que les pays les moins avancés puissent obtenir une juste part des recettes fiscales. C'est donc le moment idéal pour avoir ce débat, car pour la première fois, tous les pays, y compris les plus pauvres, sont à la table et participent sur un pied d'égalité, dans un cadre transparent où le public peut voir ce que les gouvernements disent en notre nom. C'est définitivement le moment de commencer à discuter de la fiscalité dans les extractives et de tous les autres problèmes fiscaux mondiaux que nous devons résoudre. Now is definitely the time to start discussing tax and extractives and all the other global problems that we need to solve. Merci à Tove qui a accepté que cette interview soit réalisée dans un contexte où elle était pratiquement en congé, mais parce qu'elle a foi au changement dans le système fiscal international, parce qu'elle partage les idéaux et les espoirs des peuples qui ont besoin d'avoir davantage de ressources financières domestiques autres que l'endettement. Elle a accepté de me rencontrer et pour qu'on puisse réaliser cette interview. Je retiens plusieurs choses. La transparence sera essentielle. Nous devons connaître qui sont les propriétaires effectifs des biens qui existent dans ce monde. Les entreprises doivent pouvoir déclarer leurs performances financières pays par pays afin qu'on puisse en avoir une idée claire. Mais aussi, nous devons militer pour que soit mis en place un cadre où les informations à caractère fiscal font l'objet d'échanges automatiques sans qu'il n'y ait besoin d'un ensemble de complexités ou d'accords individuels entre les pays. Lorsque c'est ainsi dit, cela peut sembler évident, mais bien sûr qu'il va falloir discuter serré, parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent qu'il ne faudrait pas que la transparence soit obtenue au détriment de la protection de l'individu, au détriment de la protection de la vie privée. Il y a des personnes qui pensent qu'il faudra orienter les impôts de sorte que ça ne décourage pas l'investissement. Mais Tax Justice Network est bien conscient de tout cela. Et Tax Justice Network dit, non seulement nous voulons la transparence, mais nous voulons aussi qu'il y ait une meilleure allocation des droits d'imposition. Et quoi de meilleur qu'un système où il y a une répartition de l'impôt global qui est collecté au niveau des multinationales en fonction des lieux où se déroulent les principales activités des entreprises multinationales. Nous avons aussi discuté des propositions qui ont été faites jusqu'ici et où les taux minimums qui ont été proposés peuvent être beaucoup plus bas sur le plan effectif. Et enfin, il y a un appel à prendre en considération les droits de l'homme, l'équité et l'égalité entre les sexes, les genres, la volonté de pouvoir mieux taxer les ressources extractives, la question environnementale, le financement de l'adaptation. Ce sont des discussions qui interviendront. Et nous serons là avec le podcast pour trouver pour vous les meilleurs experts. Mais pour le moment,
nous devons nous concentrer sur les termes de référence. Et ces termes de référence, nous le disons, nous avons besoin qu'il y ait introduit une prise en considération importante de la transparence afin de réduire les flux financiers illicites, légaux comme illégaux, mais aussi afin de permettre que toutes les discussions techniques en termes de bonne taxe, en termes de répartition des droits d'imposition, puissent tenir compte de l'exigence de transparence. Une conclusion un tout petit peu longue, mais nous en aurons tout le temps désormais dans le podcast parce que nous sommes à un moment charnière. Mais en attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos épisodes sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com. Libsyn avec SYN à la fin. Mais vous pouvez aussi aller sur notre page des podcasts de Tax Justice Network sur le lien podcast avec s.taxjustice.net. Mais vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Twitter pour ceux qui le veulent, X, #impotsocial, ou encore vous allez sur notre page Facebook pour poster des commentaires à Impôts et Justice Sociale. Pour ceux qui ont accès à des podcasts, vous pouvez nous suivre sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, mais aussi retrouver la totalité de nos épisodes sur YouTube. Et pour ceux qui veulent m'écrire, n'hésitez pas à le faire. idris@taxjustice.net. Voilà pour ce programme et à très bientôt pour des épisodes plus palpitants. Et je rappelle que nous aurons l'occasion d'écouter un de nos experts, Mario, qui nous entretiendra sur l'histoire des batailles fiscales. Et vous verrez que les pays européens qui aujourd'hui ne veulent pas qu'on introduise une transparence plus équitable ont dû batailler eux-mêmes avec les revendications que nous avions aujourd'hui. Nous écouterons aussi comment est-ce que la justice fiscale mondiale peut aider à avoir de meilleurs budgets pour financer l'éducation dans les pays pauvres. Mais bon, tout ça, c'est pour la prochaine fois. D'ici là, je vous souhaite un très bon mois d'avril et au revoir pour un nouvel épisode de votre podcast en français sur la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Linge.